Alors maintenant, je vais donner la parole à Margot Gégaden. Margot est chirurgien gynécologue. C'est une élève d'Hervé Fernandez qui est dans la salle et qui parlera tout à l'heure. Je suis très content de l'inviter à parler des alternatives à la chirurgie conventionnelle pour les pathologies bénignes qui, vous le savez, en gynécologie sont extrêmement fréquentes. Et puis, je pense qu'il y a un petit moment d'émotion parce que son papa est dans la salle. Donc, c'est voilà, c'est très bien. Merci, Margot. Il est là-bas. Bravo. Ouais, Chirurgien lyonnais. merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter de effectivement l'alternative à la chirurgie conventionnelle dans les pathologies bénignes gynécologiques qui sont souvent très symptomatiques, que ce soit des dysménorrhées, des ménorrhagies et des troubles de la fertilité. Donc notre objectif, ça va être de traiter les patientes avec la même efficacité, avec un respect de la fertilité, tout en ayant le moins de morbidité. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, parler de la radiofréquence. Donc, c'est des ondes électromagnétiques à haute fréquence qu'on va, via une électrode en contact direct avec la tissu, traiter. Donc, c'est du courant soit monopolaire ou bipolaire. Le but, en fait, c'est de créer une destruction des tissus par effet thermique sur une température de 60 à 80 degrés qui va induire une mort cellulaire, une nécrose tissulaire et donc une diminution du volume et des symptômes. L'indication initiale de la radiofréquence était dans la cancérologie, puis nous, on l'a détournée dans la gynécologie, en particulier pour le traitement des fibromes, de l'adénomiose et aussi en cours de développement pour le drilling ovarien. Les fibromes, c'est une tumeur bénigne de la femme qui est très fréquente. On est à peu près à un tiers qui sont symptomatiques, des dysménorrhées, des ménorrhagies, des troubles de la fertilité. Il faut savoir que c'est la première indication d'hystérectomie en préménopause et que toutes les chirurgies, que ce soit l'hystérectomie ou les traitements conservateurs, ont une morbidité avec des saignements, des transfusions, des adhérences post-opératoires, des synéchies, éventuellement des plaies d'organes. Donc, on a cherché une alternative à la chirurgie qui est parfois complexe dans certains fibromes, en particulier les fibromes transmuraux, les types 2-5, qui sont à la fois dans la cavité et qui vont aussi déformer la séreuse, et aussi pour les FIGO2 qui peuvent être volumineux, intracavitaires, et qui peuvent parfois ne plus être accessibles à l'hystéroscopie du fait de leur volume. Comment en fait mettre l'électrode en contact direct avec le fibrome pour créer l'ablation? On a différentes voies d'abord, la voie vaginale éco-guidée, la voie célioscopique, a été décrit aussi la voie transcervicale, la voie hystéroscopique. Pour le moment, il n'y a pas d'études comparatives sur ces différentes voies, mais pour le moment, on utilise plutôt la célioscopie et la voie vaginale éco-guidée qui est finalement la plus facile. Entre l'énergie bipolaire ou monopolaire, pareil, il n'y a pas encore d'études comparatives. Après, de logique, on aurait préféré le bipolaire, étant donné qu'il y a moins de diffusion aux organes avoisinants possibles. Donc, une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne la voie vaginale éco-guidée. Donc, votre patiente est sous anesthésie générale. On est à peu près à 30 minutes d'intervention. Donc, vous avez votre sonde d'échographie endovaginale. Vous allez placer un guide dessus. Puis on va avoir l'électrode. Donc là, c'est du monopolaire. Vous avez l'électrode qui est au bout de votre aiguille, avec un embout biseauté qui va vous permettre de pénétrer le fibrome. Vous glissez là sur le guide. Après, vous avez un générateur qui va avoir 3 points de sortie. Un pour la pédale, un pour la patiente et un pour votre électrode. Vous avez un système de refroidissement en fait, de votre électrode. Vous allez régler la puissance en général sur 70 watts. Vous commencez votre échographie pour repérer votre fibrome. Donc, on commence toujours par la partie la plus distale et puis on va revenir en proximale, à savoir qu'on a toujours un mur de sécurité d'à peu près 5 mm pour éviter la diffusion aux organes avoisinants. Donc là, vous voyez qu'on pénètre le fibrome avec le guide. Puis, une fois qu'on est le plus en profondeur possible, avec la distance de sécurité, on va appuyer sur la pédale et vous voyez l'hyperécogécité qu'on voit à l'écran et c'est l'ablation en direct avec la chaleur. Puis vous allez reculer de 5 mm à 1 cm pour faire tout votre fibrome et vous allez le faire dans tous les axes de la surface du fibrome, du volume plutôt du fibrome. À la fin, vous vérifiez que tout votre fibrome est bien dévascularisé pour un traitement complet. La voie célioscopique, donc celle-ci, elle est toujours bipolaire par contre, donc il va falloir que vous mettiez vos électrodes en triangle. Donc, je remercie l'équipe du docteur Dubernard qui a fait cette vidéo. Donc là, vous faites votre repérage et vous allez mettre vos électrodes en contact direct avec le fibrome sous contrôle célioscopique.
vous les mettez en triangulation pour que le courant circule entre les électrodes. Et vous allez faire l'ablation sous contrôle échographique. Donc là, on voit très bien l'électrode et l'ablation va commencer. Donc, comme je disais, on va préférer souvent la voie vaginale qui est finalement plus facile plutôt que de passer de la voie cœlioscopique à l'échographie. Le basculement, finalement, les temps opératoires sont beaucoup plus longs et puis vous avez quand même la morbidité de la cœlioscopie. Alors, est-ce que c'est efficace? Oui. On va avoir une diminution des symptômes avec une augmentation de la qualité de vie dans le temps, des diminutions des douleurs, des diminutions des saignements. Et vous avez une diminution du volume qui est à peu près de 50% à 6 mois et qui est de 80% à 1 an. On va utiliser aussi cette technique dans l'adénomiose. L'adénomiose, c'est la présence de glandes endométriales dans euh, le muscle utérin. On va l'utiliser dans l'adénomiose plutôt focale et dans l'adénomiome chez les patientes qui vont être symptomatiques, d'autant plus que les chirurgies sont souvent assez morbides et difficiles de conserver la fertilité dans cette pathologie. Donc, on a aussi des très bons résultats avec une amélioration des dysménorrhées de plus de 90% et une amélioration des douleurs avec une disparition de celle-ci dans 71% à 1 an. Et vous avez des données sur la fertilité qui sont tout à fait rassurantes. Autre domaine où on va utiliser la radiofréquence, alors c'est toujours à l'étude, mais c'est dans le drilling ovarien. Le drilling ovarien, c'est un traitement de deuxième intention chez les patientes qui n'ovulent pas et qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Le but, ça va être de détruire 5% du cortex ovarien par des perforations pour restaurer les ovulations spontanées. Actuellement, on fait ça par célioscopie voie haute et par célioscopie voie basse vénote, je vous présenterai après. À savoir qu'il est recommandé d'utiliser du bipolaire pour avoir moins d'adhérence et moins de risque de lésions ovariennes. Donc, le drilling par voie vaginale, c'est inspiré en fait de la ponction d'ovocytes. Et en fait, on va avoir une aiguille avec une électrode qui va diffuser de la radiofréquence bipolaire. Vous allez pouvoir détruire une partie du cortex ovarien. Et ça se fait sous anesthésie locale, ce qui est un grand avantage. Donc, je vais vous montrer une vidéo qu'on avait faite dans le service au KB pour notre étude. Donc, vous avez votre aiguille avec votre électrode au bout qui est rétractable. Vous avez votre sonde d'écho avec un fixateur d'aiguille qui permet de travailler en sécurité, une protection, votre guide. Et vous allez pouvoir mettre votre aiguille, la fixer, déployer l'électrode, la rétracter, rebouger votre aiguille. Donc, on fait un bloc paracervical pour les patientes et puis on leur mettait aussi un casque de réalité virtuelle, ce qui permettait de s'échapper, sachant que la chirurgie dure à peu près 30 minutes. Donc, vous repérez votre ovaire, vous introduisez l'aiguille est fixée, hop, vous déployez votre électrode, qui a une très bonne échogénicité, donc on travaille en sécurité, et vous allez pouvoir faire la première ablation. On fait en moyenne entre 8 et 10 ablations par ovaire, donc ce qui dure à peu près une demi-heure. Puis vous allez rétracter l'électrode, reculer votre aiguille et de nouveau déployer votre électrode. Donc, on avait fait une étude avec plusieurs centres internationaux. La première idée, c'était de voir la faisabilité. On avait une faisabilité de 100%. Et au niveau de l'efficacité, c'était tout à fait comparable aux techniques de drilling classiques, avec 44% d'ovulation à 3 mois et 66% d'ovulation à 6 mois. L'étude d'efficacité est toujours en cours, mais actuellement aux États-Unis, puisqu'on n'a pas encore le marquage CE pour continuer en France. Je vous montre l'autre technique du coup alternative, la célioscopie vaginale vénote, qui va nous permettre en fait de prendre en charge la patiente dans toute sa globalité, parce qu'on va pouvoir faire l'hystéroscopie, le drilling ovarien et faire l'évaluation de la perméabilité tubaire dans le même temps. Donc, vous utilisez un hystéroscope avec un canal opérateur et une pointe bipolaire, le matériel du vénote. Et vous allez commencer par une infiltration du cul-de-sac vaginal postérieur, faire une colpotomie postérieure, faire une ouverture du Douglas au ciseau, ce qui va pouvoir vous permettre de mettre l'alexie. Vous mettez votre gel point et vous prenez uniquement votre hystéroscope. Et en fait, au lieu d'insuffler au gaz, vous allez mettre que de l'eau, enfin du sérum physiologique, qui va vous permettre en fait de conduire le courant électrique et de faire vos perforations à la pointe bipolaire. Si vous êtes au gaz, ça ne marche pas. Donc, vous avez votre pointe bipolaire et vous allez faire de multiples trous
dans vos ovaires. On en fait à peu près une dizaine hein, en section par ovaire. Et on va voir derrière qu'on voit très très bien le pavillon de la trompe, ce qui va nous permettre de faire une épreuve au bleu dans le même temps et de faire une évaluation vraiment complète de la patiente. On passe à une toute autre technique, l'IFU, qui sont des ultrasons focalisés de haute intensité. Le but va être que ces ultrasons convergent au niveau de la lésion. C'est des ultrasons qui sont à très haute intensité et qui sont transmis par un transducteur, le but étant de chauffer le tissu et induire sa nécrose. Donc, il y a deux modèles différents, soit par IRM, soit par échographie. Alors, on tend vraiment à l'échographie parce que l'infrastructure est plus légère, les locaux sont plus disponibles parce que ça n'est pas dans le centre de radiologie. C'est un acte qui va être réalisé du coup par les gynécologues. Et puis, on va mieux suivre les patientes parce que c'est le praticien qui va faire le geste, qui va suivre aussi le patient pour ses symptômes. Le temps d'intervention est plus court et surtout, on a une visualisation directe en fait, de l'effet thermique qui est beaucoup plus rapide en échographie qu'en IRM, ce qui explique aussi pourquoi les temps d'intervention sont plus courts. Donc, c'est utilisé dans le traitement des myomes, de l'adénomiose et également dans l'endométriose profonde. Donc, pour vous montrer un peu la procédure, vous avez la table d'IFU qui est ici. La patiente est en décubitus ventral. Vous avez le transducteur qui est ici. Vous allez avoir de l'eau entre le transducteur et la patiente pour la conduction. Elle est bien sûr sous anesthésie générale et la procédure dure environ 1 heure, parfois 1 heure et demie en fonction du volume du fibrome. Et donc là, à l'échographie, vous allez faire un repérage en fait de votre volume de votre fibrome. Il va calculer la quantité d'ondes nécessaires. Et pareil, on part toujours de la partie centrale jusqu'à la partie périphérique en gardant un liseré de sécurité d'environ 5 mm pour éviter les brûlures des organes avoisinants. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on a un taux de succès qui est à peu près de 98%. On voit que le volume non perfusé en fin de procédure est autour de 83% et on n'a pas de complications majeures avec cette technique. Et d'autant plus quand on la compare avec un groupe de chirurgie classique de myomectomie, on a beaucoup moins d'événements indésirables, en particulier des événements majeurs. C'est également utilisé dans l'adénomiose avec une ablation sélective de la lésion. Ça va réduire la taille et donc réduire les effets de la lésion d'adénomiose. Pour vous montrer un petit peu sur des IRM, donc là vous avez une adénomiose avant IFU à J1, c'est une IRM T1 Gado où on voit en fait la dévascularisation complète et la nécrose tissulaire à J1 et à 4 mois on voit une cicatrisation parfaite de l'utérus avec l'absence de lésions d'adénomiose. Sur les données, c'est aussi efficace parce que vous avez une diminution des dysménorrhées, vous avez une diminution des ménorrhagies. C'est aussi utilisé, donc l'IFU dans l'endométriose. Donc, c'est une étude du docteur Dubernard qui a voulu évaluer l'effet de l'IFU sur les lésions de la cloison rectovaginale. C'est des lésions qui sont difficiles à opérer, avec une grosse morbidité pour les patientes, avec des possibilités de stomie, de résection digestive. Il s'est intéressé à des nodules qui étaient inférieurs à 15 cm de la marge anale, qu'il a traités par IFU. C'était une faisabilité à 100% et en post-opératoire, il n'y avait pas de fistule rectovaginale et on avait même une amélioration des symptômes gynécologiques, digestifs et généraux et de l'état de santé à 6 mois et également une diminution du volume du nodule de 28%, ce qui était significatif. Là, on voit très bien à l'IRM, hein, en pré-traitement, la lésion de la cloison rectovaginale et en post-traitement qui est complètement nécrosée. Une dernière technique, la sclérothérapie, qui concerne les endométriomes, une lésion kystique des patientes présentant de l'endométriose. Donc classiquement, on faisait des kystectomies par traction divergente. Le problème, c'est que c'est des cœlioscopies parfois morbides parce que qui dit endométriome dit potentiellement endométriose profonde. Donc on pouvait se retrouver sur des pelvis blindés. Et la kystectomie entraîne un risque d'altération de la réserve ovarienne. Donc on a voulu trouver une alternative à la kystectomie. Et donc, on propose une sclérothérapie. Donc, le principe, c'est d'aller ponctionner notre endométriome. Toujours la même chose, notre sonde endovaginale, notre aiguille, notre guide. Et on repère notre endométriome à l'échographie.
On voit ici très bien qu'il y a un échogène. On va aller mettre une aiguille de ponction dans l'endométriome. On va aller le ponctionner. Après, il faut le laver plusieurs fois au sérum physiologique. Et puis, vous allez injecter de l'éthanol à 96%, donc de l'éthanol pur. On fait à peu près 60% du volume, ce qui va permettre en fait de brûler la paroi kystique et d'éviter la récidive. On attend une dizaine de minutes et puis on retire l'éthanol. Il faut évidemment laisser l'aiguille en place pour avoir le moins de fuite possible. On fait ça chez dans les endométriomes qui font entre 3 et 10 centimètres. On a un bon succès de cette chirurgie puisqu'on est entre 92 et 100% des réussites, sachant que la réussite, c'est d'obtenir derrière un endométriome qui fait moins de 20 millimètres. Et on voit, quand on regarde l'AMH en post-opératoire, qu'on n'a quasiment pas de diminution par rapport à la kystéctomie, ce qui est très intéressant. Donc pour finir, les take-home messages, c'est qu'on a des nouvelles techniques mini-invasives. Le but, c'est qu'elles aient la même efficacité que les techniques classiques, avec moins de morbidité, une conservation de la fertilité. On a la radiofréquence, l'IFU, l'éthanol, et on a aussi les micro-ondes qui ne sont pas encore venus jusqu'à chez nous, mais qui sont utilisés en Asie. Le point essentiel quand même, c'est que maintenant, les chirurgiens gynécologues, ils doivent être aussi d'excellents échographistes pour pouvoir être capables de faire ces techniques. Et puis se pose aussi la question du coût. Je vous remercie. Bravo, hein, vous mettez la barre très très haut. Il faudra qu'on assure avec les prochaines sessions. Non, c'est très chouette. Il y a un truc que j'ai remarqué un peu dans toutes vos présentations, c'est que les chirurgiens doivent aussi sortir de la chirurgie. Et par exemple, pour ce que vous avez montré maintenant, il faut être très bon imageur aussi, hein. Avoir des compétences en radio, des compétences en écho et savoir sortir de sa discipline, être très transdisciplinaire. Oui, tout à fait. Je pense que maintenant, c'est essentiel d'être un bon échographiste et ça ne pourra plus être séparé. Voilà. Un chirurgien gynécologue peut pas ne pas être échographiste. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est obligatoire. Merci, merci beaucoup Margot. Très belle présentation, effectivement. Je ne mets pas la pression au suivant, mais pour le moment, on a une qualité qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Hubert, on a parlé de l'IFO à midi, donc Merci beaucoup parce que votre présentation, en fait, sur les agents, c'est l'avenir de la chirurgie. C'est-à-dire que, sauf que c'est l'avenir d'une grande partie de la chirurgie. Sauf que il faut convaincre. Or, vous n'avez pas convaincu. Vos résultats, ils sont convaincants. Mais ce n'est pas nous qu'il faut convaincre. C'est la haute autorité de santé. Or, il y a beaucoup d'études avec des petits effectifs. Donc, il n'y a pas les moyens de construire des grosses cohortes. Une grosse cohorte, ça suffira, parce que maintenant, on a les scores de propension, etc. On a ce qu'il faut pour convaincre. Et alors pourquoi? Parce que peut-être parce que les chirurgiens auront l'impression de se départir de leur noyau qu'ils ont, enfin des opérations, alors qu'en fait, c'est des traitements qui seront beaucoup à l'avantage des patients. Peut-être aussi parce que les industriels sont finalement très satisfaits de cette situation, où il n'y a pas de remboursement, donc il n'y a pas de prix fixé à la... En général, le prix est plus bas quand il y a remboursement. Toujours est-il que enfin, moi, je suis absolument convaincu parce que tout ce que vous avez présenté et notre président 2024 a présenté les premiers travaux validés par la HAS justement au bout de 14 ans sur l'IFU pour le cancer de la prostate. 14 ans. Et donc, moi, je pense qu'il faut que les spécialités construisent des cohortes qui soient consistantes et que c'est comme ça qu'on pourra convaincre, que vous pourrez convaincre et il pourra valider ces actes et les faire, si j'ose dire, à la fois rembourser sur le plan de l'acte et rembourser sur le plan du matériel. alors, merci Hubert, cette remarque est particulièrement importante. Je vais dédouaner Margot quand tu lui dis vous n'avez pas convaincu. Les coupables sont là, c'est Hervé Fernandez qui était président de la SCGP et moi qui étais vice-président. Et c'est nous qui avons monté le dossier. On parle bien de l'IFU. Il y a deux types d'IFU, hein. Il y a l'IFU que développe Gilles Dubernard à Lyon avec la société EDAP, qui est une sonde qu'on met dans le rectum. Et il y a l'IFU pour les polyfibromes, qui est une société chinoise, qui était un peu comme une IRM. On a vu une photo rapidement, mais et qui vaut le prix d'une IRM. Donc,
je vais donner la parole à Hervé, mais juste pour dire que ce que tu dis est vrai, mais c'est pas entièrement vrai, puisqu'il y a 25 ans de recul sur l'iFood des Chinois, que c'est une pathologie, les fibromes, qui touche 40% des femmes, et qu'il il y a des recommandations, il y a des centaines de publications, et pas seulement chinoises, parce qu'on a toujours des réticences quand on voit les publications chinoises, et qu'il y a des recommandations du NIH qui datent de 2019, que les Anglais sont pas tout à fait des rigolos, et que les Anglais ont recommandé cette technique et la remboursent en Angleterre à hauteur de 4000 livres par procédure. Donc, nous, c'est vrai, quand on a fait le dossier, et premier Hervé, je te laisse le micro, on s'est dit, bah, on a fait un dossier très très sérieux, ça a pris plus d'un an et demi, Gilles Bernard a participé d'ailleurs, et on s'est dit, bah, quand même, on a des recommandations anglaises, on ne va pas réinventer la roue. Et bien, si, il a fallu réinventer la roue. Hervé? On est devant une situation absurde parce que la HAS a sélectionné des experts totalement incompétents sur le fibrome, puisqu'ils ont été dire que les fibromes des Asiatiques n'étaient pas les mêmes que les fibromes des Afro-Caribéennes ou caucasiennes, ce qui correspond sur un plan génétique à n'importe quoi. En remettant encore l'éternelle question de la nécessité d'un essai thérapeutique entre la chirurgie et l'AIFU. Actuellement, il faut savoir qu'il y a 200 000 femmes par an qui sont traitées dans le monde par les AIFU pour les fibromes, donc avec des résultats qui sont connus, une vraie diminution du taux de chirurgie. Et en fait, on ne comprend pas cette position de la Haute Autorité de Santé. Actuellement, j'ai essayé de joindre au ministère le cabinet du ministre. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'il change, mais en fait, il y a des permanents. Alors je suis en lien avec eux, mais ça semble pas avancer. Je vais rencontrer Lionel Collet pour plein d'autres choses la semaine prochaine. Je vais essayer d'en discuter, mais on est sur des blocages qu'on ne comprend pas. Mais quand on regarde ce qui s'est passé pour la prostate, puisque en fait, il y a eu 20 ans entre le début de l'iFood sur la prostate et l'acceptation il y a quelques jours, enfin quelques semaines, de cette possibilité, on est devant une aberration. On est le seul pays d'Europe à ne pas utiliser d'iFood pour les fibromes. Moi, je Alors crois qu'il évidemment, la France veut, et ça c'est à l'honneur de la France, si j'ose dire, qu'il y a un remboursement. Dans beaucoup de pays, malheureusement, les patients payent. Mais on a suffisamment de données scientifiques pour pas devoir refaire ce que d'autres pays ont fait avec une démonstration d'efficacité. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à repasser le dossier à la Haute Autorité de Santé. Nous, on l'a fait pour le lipomodelage. On y est arrivé en 2 fois. Non, non, mais on est des persévérants, mais néanmoins. Une autre question? Oui, moi j'ai un micro, je voudrais poser une question Oui, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. concernant l'usage avec vos techniques. Vous avez montré comment actuellement vous travaillez sur IA plus un agent physique X ou Y, qui soit iFu ou un autre, pour préciser, pour avoir une, une précision thérapeutique encore plus grande. Alors pour le moment, on ne travaille pas du tout avec l'intelligence artificielle dans ce Et domaine-là. notre ami Fernandez veut faire quelques commentaires là-dessus. Dans les dernières machines d'ultrasons focalisés qui se développent en Chine, maintenant ils ont mis tellement d'images en fait de fibromes dans les machines par l'intelligence artificielle. En fait, il semblerait que même c'est n'importe qui va pouvoir utiliser en fait la sonde d'écho et en fait la sonde va reconnaître compte tenu de l'imagerie qu'il y a dans la machine en fait exactement le ou les fibromes. Ce qui veut dire que il est probable que dans un temps probablement court, on n'aura même pas besoin d'avoir ce que tu as très bien défini, la nécessité que le chirurgien gynécologue de demain soit échographiste, parce que je pense que, enfin, je le crois foncièrement, mais il est probable que dans quelques années, on aura simplement d'avoir un technicien d'image qui pourra mettre et les machines vont immédiatement reconnaître les tumeurs. On y est quasiment, c'est pas encore en routine, mais en tout cas, l'utilisation de l'IA dans l'imagerie, c'est ça. Alors, vraiment une toute dernière question très courte parce qu'il nous reste 3 s'il vous plaît. Professeur J'aurais voulu Vatrelot, poser une question. Professeur Voilà. Vatrelot, qui est connecté avec nous, qui est de Lyon et qui a une question à poser. Antoine, très court, hein. Oui, merci. Oui, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, j'en suis navré. Merci pour l'exposé. J'ai été surpris et je pourrais poser la question pourquoi vous faites la promotion du drilling ovarien par Venots en disant ça remplace la fertiloscopie, alors que la fertiloscopie est beaucoup moins invasive que le Venots, puisque c'est juste une ponction. Je voudrais comprendre quelle est la raison de faire cette promotion par rapport à la fertiloscopie qui a effectivement 20 ans maintenant. Parce qu'il n'y Merci. a plus de diffusion par le laboratoire du matériel pour faire la fertiloscopie. Donc, on a cherché une alternative, d'où le Venote. Oui, mais il y a le système Storz qui est réutilisable, qui fait exactement la même chose.
Après, l'avantage d'être dans un V-Note, c'est quand même d'avoir la possibilité de faire un geste éventuellement sur le tubaire. Si besoin, on peut convertir en célioscopie V-Note classique. Oui, ça, bon, Après, d'accord, merci. l'ouverture du V-Note versus la fertiloscopie, voilà, on est à 2 cm de plus, Bah, la c'est pas... fertiloscopie, c'est une ponction de 5. Enfin, on a quand même publié plus de 4000 cas, on a une ponction de 5 millimètres. C'est très, très mini-invasif. Et on fait le drilling ovarien, on fait l'épreuve au bleu, on fait déjà des œlyses. Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui marche. Le Vénote, c'est très bien aussi, j'ai rien contre, mais c'est quand même plus invasif, quand même, ne serait-ce que par l'incision et le matériel. Antoine, tu es quand même bien d'accord que l'hydrolaparoscopie, c'est moins facile que le fertiloscope. C'est pas à toi que je vais dire ça, puisque c'est toi qui l'as inventé, le fertiloscope, et que le fait qu'on puisse gonfler le ballonnet ben, nous permettait d'être très facile et très simple dans le mouvement, alors que l'hydrolaparoscope, on rentre et on sort assez facilement, ce qui est pour la majorité des chirurgiens une difficulté. Bien sûr, tu as C'est vrai, l'expérience. oui, c'est Alors, vrai, sauf messieurs, que messieurs, je l'avantage. m'excuse, mais on est obligé d'avancer. Antoine, excuse-moi, mais là, on est dans la discussion d'ultra spécialistes. Donc, je vous propose de vous téléphoner tous les deux à la fin de la session et de finir la discussion. Non, on est obligé d'avancer parce qu'il reste 3 communications. Excuse-moi, Antoine. Merci beaucoup, Margot, pour cet excellent topo.